Donc bonjour à tous, donc Guillaume Gérard. Donc je suis animateur maintenant depuis 3 ans au niveau du réseau Cléo, donc le premier cluster d'ETA qui est reconnu aujourd'hui dans l'application d'agriculture de précision appliquée vraiment dans les champs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. Donc déjà, la base, c'est qu'est-ce qu'une ETA? Souvent, on aime bien se démontrer en tant que réseau Cléo par cette image où l'ETA, on est vraiment la boîte à outils de l'agriculteur qui permet de répondre aux différents besoins de nos clients. Donc cette boîte à outils permet d'amener de la flexibilité au niveau des entreprises parce que le client il n'a pas forcément besoin du même semoir tous les ans. Parfois il veut faire du semis direct, parfois il veut faire du semis sur labour et à chaque fois il faut adapter son semoir. Et donc l'ETA, le fait d'investir, de mutualiser pour un ensemble de clients permet de limiter du coup l'engagement financier de ces agriculteurs et du coup de ramener un peu plus de rentabilité dans leur système. On a aussi, et on l'a évoqué depuis ce matin, des compétences très spécifiques, que ce soit agronomique, maîtrise du matériel ou maîtrise de l'innovation qui sont sur ce matériel, qui amènent à un besoin de compétences spécifiques qu'on n'apprend pas aujourd'hui à l'école. J'en sors tout juste de l'école et on ne m'a jamais appris à intégrer une carte de modulation dans une console. Donc il y a bien un savoir-faire qu'il va falloir qu'on amène à nos chauffeurs qui vont appliquer ces cartes de modulation. Et enfin, l'ETA permet vraiment d'accompagner l'évolution des entreprises. Nous, on vient de l'ouest de la France, au niveau du réseau, et on a des tailles de structures qui évoluent grandement. Au niveau des surfaces à semer, par exemple, on a multiplié par 2, voire par 3, des surfaces de maïs. Donc une exploitation toute seule, pour accompagner cette évolution, il faut qu'elle investisse dans beaucoup de matériel en même temps. Et malheureusement, elle est obligée de concentrer aujourd'hui son investissement sur ce qui va être le plus rentable pour elle, son élevage. Alors, ça, c'est un schéma que j'ai créé début de semaine et qui va reprendre un peu les deux témoignages de Nina et de Sylvain tout à l'heure, qui expriment bien vraiment les problématiques que rencontrent les agriculteurs aujourd'hui. C'est l'histoire de Paul. Paul, il est agriculteur et on vient lui présenter justement un service de modulation de densité de semis en maïs. Gain potentiel, il est de 50 hectares, 50 € par hectare. Donc Paul, tout de suite, un fan un peu d'agriculture de précision, il a 50 hectares de maïs, il se dit, allez, ça me fait 2500 € de plus à la fin de l'année dans ma poche. C'est pas négligeable. Donc, j'investis, je signe dans le service. Puis après, Paul, il a signé donc, au mois de novembre, puis pendant l'hiver, il se pose quand même des questions. Comment est-ce que je peux atteindre ces 2500 ? Il faut que j'ai le semoir, il faut que j'ai l'antenne GPS, il faut que j'ai la console débloquée, les licences, l'Isobus, il faut que j'apprenne toutes ces compétences, et il faut que tout ça communique bien ensemble. Et c'est là que des fois, ils commencent à avoir des problèmes. Bon, on a de la chance, on a encore des concessionnaires qui sont capables d'amener des réponses à nos agriculteurs pour solutionner ces problématiques. Et puis, juste avant de continuer, souvent l'intégration de cartes type d'essai, Paul sait le faire. Pendant l'hiver, on lui a donné une carte test. Dans sa console, il l'a intégrée au mois de janvier. Il a vu que ça s'affichait sur sa console. On s'est dit, normalement, ça devrait moduler. Et ça, j'étais encore hier avec un agriculteur qui l'a fait. L'année dernière, au mois de janvier, il a intégré la carte, il l'a vue. Et sauf que malheureusement, le jour du semis, ça ne s'est pas passé comme ça. Il arrive dans sa parcelle, il a 50 hectares de maïs. Je ne vous fais pas de schéma. Quand on a 50 hectares, le jour où on a besoin de semer, on y va. On ne peut pas attendre, malheureusement. Donc il intègre sa carte, il revalide bien, elle s'affiche. Donc tout content, il commence à partir. Il sème 2, 3 longueurs. Et là, très vite, il se rend compte que ça ne module pas. Ça ne module pas, il n'y a aucun changement de densité entre les zones. Et là, il est en train de se dire, comment je fais ? J'appelle mon concessionnaire. Alors, il n'arrive pas à me donner une réponse ou que dans 3 jours. J'appelle mon fournisseur de cartes. Désolé, c'est pas nous, on t'a fourni la carte, mais là, ton problème, c'est de la machine, on ne peut pas te répondre. Et puis désespéré, qu'est-ce qu'il fait ? Il va semer en non modulé. Et donc, les 2500 € qu'il pensait gagner, c'est sûr, il les aura jamais. Et en plus, il a perdu de l'argent parce qu'il a dépensé dans l'achat du service. Et ça, c'est ce qui se retrouve malheureusement souvent dans les campagnes. Et donc le réseau Cléo, son objectif, ça a été de trouver une solution à ça. Alors avec justement la bonne machine, les compétences avec les hommes, on arrive à amener un service à l'agriculteur de modulation directement dans son champ. Et ça lui permet de tendre le plus possible vers ces 2500 € peut-être de bénéfices qu'il pourra réellement avoir dans son exploitation. Donc nous, le réseau Cléo, on a pour vocation d'essayer de développer des prestations qui vont apporter de la valeur ajoutée à nos clients agriculteurs. Et ça, on y tient vraiment à cette valeur ajoutée à nos clients,
parce que si nos clients sont là demain, si les agriculteurs sont là demain, on sait qu'on pourra continuer à travailler. S'ils ne sont plus là, s'ils ferment tous la porte, comme on peut le voir dans certains secteurs, malheureusement, on n'aura plus de boulot. Donc on a vraiment à cœur d'essayer de trouver ces solutions-là. Et comme nos clients principaux sont des éleveurs, on ne va pas leur parler en gain de 3% de rendement ou 2% de plus à MAT. On va leur parler en production de lait, réellement, parce que c'est ce qui leur parle le plus, et c'est surtout ce qui leur arrive à la fin dans leur poche. Et ça, on le voit, ça a vraiment un gros impact dans l'adoption de nouvelles technologies, notamment en Bretagne. Alors ça, c'est le schéma aujourd'hui qu'on arrive à présenter à nos clients agriculteurs sur quelles sont nos compétences et où est-ce qu'on arrive à amener de la valeur ajoutée au niveau du cycle d'une culture. En fait, on se rend compte qu'on arrive à l'amener sur toutes les étapes d'un cycle de culture. Donc on va commencer par le semis. Donc déjà, le côté bien semé, bon réglage du semoir, etc., qui est la base de tout. Et ensuite, on amène notre compétence en modulation. On va parler aussi des épandages d'effluents d'élevage, où là, en termes de lisier, on ne fonctionne plus en mètres cubes apportés par hectare, mais bien par des unités d'azote ou unités de phosphore apportées de manière homogène sur toute une surface, parce qu'on a les capteurs sur nos machines. On va également parler de modulation de phosphore-potassium, des grosses problématiques qui arrivent dans l'ouest de la France, malgré ce qu'on entend, et on a réussi à se rapprocher justement d'une entreprise, donc Soil, pour faire ce diagnostic et aller jusqu'à l'application modulée par nos différents épandeurs. On travaille aussi sur des thématiques de modulation de fongicides, non vraiment que aux prémices, on travaille seulement. Un service pour lequel on a été bien connu avec Yara, le Yara N-Sensor, parce qu'aujourd'hui on compte 16 capteurs N-Sensor au sein du réseau Clio, ce qui équivaut à peu près à 15 000 hectares modulés. Enfin, pour faire le bilan de tout ça, c'est la cartographie de rendement. Donc une bonne partie de nos machines sont équipées, que ce soit pour les fourrages ou les céréales, de capteurs de rendement, mais également de capteurs pour mesurer la qualité du fourrage que l'on va récolter. Et enfin, parce que c'est bien de fournir ces cartes-là à l'agriculteur, une carte de rendement, il est content, sauf que s'il n'arrive pas à l'interpréter, ça ne lui sert à rien. Et donc on essaye le plus possible de revenir vers lui en hiver avec l'ensemble des cartes qui ont pu être générées chez cet agriculteur-là, pour essayer de mesurer avec lui quels sont les bénéfices qu'il a pu faire, et surtout quelles sont les améliorations qu'on peut amener pour l'année prochaine. Et donc ça, on essaye de le faire pendant les hivers. Alors ça, je vais y revenir rapidement, parce que ça a été cité tout à l'heure, avec les différentes problématiques. Comment est-ce que nous, au niveau du réseau Cléo, ça se passe la modulation ? Donc nos fournisseurs de cartes de préconisation, Soil, Geosys ou d'autres, vont nous envoyer les cartes par email, donc au format adapté à notre type de fichier, en shapefile, en ISO XML, peu importe. Notre entrepreneur, là, il est derrière son ordinateur, en pleine saison, là où au moment où il a plein de planning à faire, il va devoir dézipper ses fichiers, les mettre sur la clé USB, donner la clé USB au chauffeur. Donc déjà, il y a 5-6 étapes à réaliser, et des connaissances en informatique. Son chauffeur, ensuite, il a peut-être une quinzaine d'étapes pour intégrer la carte de modulation dans son boîtier, l'avoir affichée et vérifier qu'elle s'applique bien à la fin. Et à la fin, donc, on a la carte de modulation appliquée. On l'a vu, ça c'est assez complexe. Et malgré tout, même au sein de nos entreprises où on est spécialisé dans le machine, certains entrepreneurs, ils en ont marre de faire ça. Donc on a essayé de trouver une autre solution qui permette de simplifier tout ce process d'application de cartes de modulation. Et donc là, c'est la société Opticulture qui propose l'application iSoil. Donc c'est une application sur iPad qui est capable de se connecter à un ensemble de boîtiers assez important, que ce soit semoir, pulvérisateur, engrais, où les cartes de modulation arrivent directement sur l'iPad. C'est l'iPad qui se repère en toute autonomie sur la parcelle, lit la dose et l'envoie par un câble au boîtier du semoir. Alors certes, oui, ça fait un écran supplémentaire, sauf que beaucoup d'agriculteurs l'apprécient parce que ça nous permet, comme ici, de se connecter sur des boîtiers qui aujourd'hui ne sont pas capables de faire la modulation. Donc des boîtiers d'il y a 10-15 ans, en distribution électrique, on est capable de se connecter dessus. Donc sur notre parc matériel, nous d'ETA, ça nous permet déjà d'agrandir la compatibilité des boîtiers. C'est un investissement moindre que d'acheter une antenne GPS, la console dernière génération et puis le déblocage des licences. Et surtout, ça limite à 3 étapes pour appliquer une carte de modulation pour un agriculteur ou un chauffeur. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place dans les entreprises du réseau, au niveau des chauffeurs, mais on le propose également à nos clients qui sont déjà bien équipés
pour leur faciliter l'accès sans qu'ils aient besoin de payer un service de prestation à l'ETA. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ça demande beaucoup de compétences. C'est de faire de l'application modulée. Et comme ces compétences, on n'est pas capable de les apprendre à l'école, on a été obligé de les amener, nous, à nos chauffeurs. Donc pour ça, on organise des formations tous les hivers aux différents chauffeurs sur différentes thématiques, l'épandage d'engrais avec le hand sensor, le semis de précision. Et ces formations se découpent en 2 parties. Première partie en salle, où là, on leur amène la connaissance agronomique. Pourquoi on sème à 2 ou 3 cm de profondeur un maïs? Quelle est l'importance du contact grain-sol? On leur amène aussi la connaissance, on va dire, sur l'agriculture de précision. Pourquoi on fait de la modulation en semis, en azote? Comment? À partir de quoi? Quel bénéfice un agriculteur peut avoir? Parce que faut bien comprendre que nos chauffeurs sont dans les cabines. Et dans ces cabines-là viennent les agriculteurs. Donc c'est à eux qu'on leur pose les questions. Et puis ensuite vient la partie plutôt application autour du matériel, où là, on a plutôt des ateliers sur le réglage de la machine et comment intégrer une carte de modulation dans une console. Alors pour terminer un peu ma présentation, je voulais faire des retours d'expérience que j'ai pu avoir sur l'épandage de précision qu'on a pu faire. Donc le premier, ça a été avec le capteur hand sensor, c'est l'histoire d'un agriculteur qui a fait son épandage avec le hand sensor et qui a eu la cartographie de rendement à la fin. Et sauf qu'il a vu des grosses discordances entre la dose appliquée et le capteur et le rendement qui a été réellement mesuré à la fin. C'est-à-dire une dose d'azote très forte et un rendement très faible. Il s'est dit, bon là, ton capteur il ne marche pas, pourquoi? Et là il s'est dit, peut-être qu'en fait il y a un autre élément derrière ça qui fait que mon capteur de hand sensor il n'a pas si bien fonctionné. Et en effet, grâce à des analyses localisées, on a réussi à mesurer une carence en potassium que l'on a ensuite traduit par une carte de modulation sur un maïs. Et là, directement, en une année, l'agriculteur il a vu que son maïs il est resté vert tout l'été, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc il a estimé qu'à la fin, il avait gagné des kilos de matière sèche sur son maïs. Et enfin, pour finir, je voulais dire que passer à la modulation, c'est possible. Par contre, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Et en prenant, nous, l'exemple de la modulation en densité sur maïs, les premiers essais ont été commencés en 2012 sur 25 hectares d'essais, où on s'est dit, plus de profondeur, on met un peu plus de densité, moins de profondeur, on diminue parce que le potentiel est moins important. Donc après 6 années d'essais, on a réussi enfin, en 2019, à passer à l'étape commercialisation, dans l'ouest de la France, sur le maïs. Bon, ces 6 années n'ont pas été une perte nette pour nous, parce que ça nous a quand même permis de capitaliser énormément de compétences, de connaissances, ce qui nous permettra l'année prochaine d'assurer pour nos clients agriculteurs la modulation dans leur champ des densités de semis. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui a des questions à poser, des remarques? Monsieur au tout dernier rang, avant-dernier rang, là-haut. Bonjour, Frédéric Séchetto, Massids, groupe Maïs Adour. Bonjour. Vos cartes de densité de semis en maïs, sur quoi vous vous basez? Est-ce que c'est une carte de densité en relatif ou parce qu'il y a la notion de variété, nos confrères de l'Imagrain l'ont bien exprimé. Et à partir de quoi, justement, la même question que tout à l'heure, est-ce que c'est de la résistance, comment vous estimez le potentiel du sol? Tout simplement, c'est pas nous qui le faisons. C'est pas notre compétence en tant qu'entrepreneur Cléo de réaliser ce diagnostic, de réaliser cette préconisation. On a la chance sur le marché français d'avoir des entreprises qui sont capables de faire ces cartes de préconisation. Et ça, je m'en suis aperçu depuis 3 ans, par la mise en place d'essais, etc. Ça avance très vite en termes de création de cartes. Donc on n'a pas besoin d'aller sur ce marché-là aujourd'hui. Merci. Une autre question, monsieur? Geoffrey Dubuis, CNH. Vous nous avez parlé beaucoup de votre activité en modulation. Moi, ma question, elle porte plutôt sur la traçabilité. Et chez nous, constructeurs, on propose beaucoup aujourd'hui de capteurs qui permettent de récupérer des données de rendement, d'humidité, les capteurs NIR, etc. Aujourd'hui, comment vos clients entrepreneurs arrivent à valoriser la data, la donnée qui sont récupérées de ces différents capteurs auprès des agriculteurs?
Malheureusement, c'est une grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, parce que ces données-là, pour qu'elles soient valorisables, une carte de rendement toute seule, on ne peut rien en faire. Ou simplement se dire, bon, là, tu as des différences, tu n'en as pas. Donc en fait, on est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut accumuler l'ensemble des cartographies que l'on va créer sur une exploitation, les cumuler avec aussi les diagnostics, les cartes de préconisation qui ont pu être créées par différents fournisseurs, pour que justement, lors du bilan, on puisse combiner l'ensemble de ces informations et apporter un conseil par rapport à ça. On est en train d'y travailler et je pense que ça devrait arriver dans les prochaines années. Une autre question, au tout dernier rang, derrière vous. Oui, bonjour Marie-Eman. J'ai une petite question. Dans la mesure où vous traitez en fait le cycle de production des plantes à tous les niveaux, du semis jusqu'à la récolte, est-ce que vous avez fait l'effort de regarder si la modulation du semis pouvait suffire à augmenter l'homogénéisation des parcelles au niveau des éléments? Alors si je comprends bien, est-ce que la densité de semis peut permettre de compenser des hétérogénéités en Voilà, éléments notamment au chimiques? niveau de l'azote, ouais. Au niveau de l'azote? Oui. C'est pas quelque chose qu'on a mesuré directement. Ça pourrait être à travailler, je pense. Après, je vois pas trop en quoi on... Parce que souvent, par exemple, en densité de semis en maïs, un sujet que je connais pas mal, on va vraiment essayer de s'adapter en termes de potentiel par rapport au type de sol. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une densité faible dans un endroit où on va moins... une densité faible dans une zone à faible potentiel, mais ce qui veut aussi impliquer qu'on va, je pense, utiliser moins d'azote dans ces zones-là. Sauf qu'aujourd'hui, la dose d'azote que l'on a dans le sol, elle est difficile à mesurer précisément à tous les endroits. Donc je ne vois pas trop en quoi la densité de semis permettrait de homogénéiser le besoin. Je pense qu'il va falloir, dans les prochaines étapes, qu'on travaille justement sur faire une coïncidence entre une densité de semis faible, un faible potentiel, et du coup une dose peut-être d'azote un peu plus faible. Monsieur, vous avez une idée peut-être derrière, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, je voulais dire que dans la mesure où la modulation du semis elle se fait par rapport à l'hétérogénéité du sol, donc en prenant en compte les éléments, je rebondis sur la présentation de l'imagrin qui a été faite auparavant, je me disais que du coup, en diminuant par exemple la densité de semis sur ce sol, on va consommer un peu moins d'éléments, et donc potentiellement sur la parcelle, on va permettre aussi d'homogénéiser la répartition de cet élément. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais Si. La culture va moins puiser à ce niveau-là. Alors, je pense que là-dessus, et ça Benoît Dreux l'a très bien dit tout à l'heure, le lien entre type de sol et concentration en éléments chimiques phosphore, potassium, moi j'ai très peu vu, et je pense que je vois Benoît qui me dit non devant moi, je pense que c'est le cas. En fait, on a plus un lien au niveau des éléments chimiques avec l'historique de la parcelle, le découpage, etc., que le type de sol. Donc pour moi, par exemple, on pourra très bien avoir dans des zones des faibles densités et un faible potentiel en maïs. Par contre, avoir des teneurs en phosphore, potassium très élevées, parce que c'est l'historique de la parcelle qui a amené à ces teneurs élevées. Très bien. Une dernière question à gauche. Est-ce que vous pourriez faire passer la rangée? Bonjour, Gismuto Tessaner-Lokerlé. Une petite question, dans votre présentation, vous nous avez indiqué à plusieurs reprises que Paul avait eu quand même une promesse de gain de l'ordre de 50 € par hectare. Ouais. Vous, à travers les 6 années d'essai que vous avez pu faire, quel est finalement le retour que vous avez pu avoir sur les gains pour l'agriculteur en ayant pratiqué la modulation de semis? En fait, je pense que là-dessus, les 50 €, c'était pour avoir une image assez facile à dire. Je pense qu'on est plutôt autour de 30 à 50. Et là-dessus, je ne me trompe pas parce que, notamment avec l'imagrin, on a eu l'occasion de faire des essais, de mettre en place des essais avec eux. Donc en fait, ce qu'eux ont mesuré, on l'a mesuré dans notre contexte aussi.